Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui nous sommes réunis pour évoquer une commune du département de l'Hérault, Alignan-du-Vent. Et nous allons aborder son histoire depuis la Révolution de 1789 jusqu'à la fin du XXe siècle. Alors ce travail il repose sur l'exploitation des archives départementales et en particulier des délibérations municipales. Il va de soi que exploiter les délibérations municipales, ça constitue quelque chose de très intéressant, mais il faut toujours avoir en mémoire la chose suivante, c'est que ceux qui s'expriment, ceux qui rédigent ces archives municipales, ces délibérations municipales, ce sont ceux qui sont aux commandes de la commune. Et ceux qui sont dans l'opposition, bien souvent, n'ont pas droit au chapitre. J'ai consulté aussi un certain nombre d'ouvrages universitaires et j'ai aussi eu recours à la mémoire d'un certain nombre d'habitants du village ou de ma famille. Voilà, cette étude sur le plan chronologique, elle se divise en 5 grands chapitres. Le premier chapitre porte sur les années 1789-1815. C'est en gros Alignan-du-Vent sous la Révolution et sous l'Empire napoléonien. Le deuxième chapitre, lui, porte sur les années 1815-1870. Je l'ai intitulé « Le temps des notables ». Le troisième chapitre porte sur la période 1870-1914 et je l'ai intitulé Alignan-du-Vent, un village républicain. Le chapitre 4 va de 1914 à 1947, je l'ai intitulé Alignan-du-Vent, d'une guerre à l'autre. Et enfin, le dernier chapitre, le chapitre 5, va de 1947 à l'an 2000 et c'est Alignan-du-Vent dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors nous allons attaquer par le chapitre 1, consacré à la période révolutionnaire et à l'Empire napoléonien. Nous savons, mesdames et messieurs, que l'année 1789 a été particulièrement riche en événements politiques, que l'on songe à la prise de la Bastille le 14 juillet, à la nuit du 4 août, etc. Or, dans les archives municipales, ces événements n'apparaissent pas. En fait, ce n'est qu'à partir du mois de janvier que les événements révolutionnaires vont se répercuter au niveau local dans cette petite commune rurale qu'est Alignan-du-Vent. Le 31 janvier 1790, le premier consul du village, qui s'appelle M. Gasque, organise une réunion des citoyens actifs, c'est-à-dire des citoyens qui payent le cens et qui sont donc en mesure de voter. Plusieurs scrutins se déroulent la même journée et dans l'après-midi de ce 31 janvier 1790, on élit le maire. Il s'agit de M. Jean Crozal de Lagrange. Il est élu par 14 voix sur 18 et il faudra 3 autres tours de scrutin pour procéder à l'élection des 5 autres officiers municipaux qui composeront avec le maire le corps municipal. Quelques jours plus tard, le 2 février, sont élus 12 notables qui, avec le corps municipal, devront former le conseil général de la commune. Enfin, le 11 juillet, le maire et les membres du corps municipal ouvrent un registre d'inscription des citoyens actifs désireux de former la troupe de la garde nationale. Alors, on a du mal aujourd'hui, en 2020, à mesurer le caractère novateur de ces institutions municipales. Parler de citoyens, parler de corps municipal, de conseil général de la commune, parler de garde nationale, tout ceci constitue quelque chose de très nouveau à l'échelon local, dans toutes les paroisses de France. Les premières mesures révolutionnaires qui sont prises à Versailles puis à Paris au cours de l'année 1790-1791 portent par exemple sur la suppression des privilèges fiscaux. Tous les propriétaires fonciers doivent être égaux devant l'impôt foncier. Et à ce titre, dans le village, on voit que les propriétés ecclésiastiques, il y avait 2 grands domaines, un qui s'appelait Saint-Martial, qui dépendait de l'abbaye de Villemagne-l'Argentière, et un autre qui s'appelait les Montarel. Eh bien, on procède à une cadastration, à un arpentage de ces domaines afin de les soumettre à l'impôt. C'est aussi au cours de ces mois de l'année 1790-91 qu'on procède à la nationalisation des biens de l'Église. Alors dans le village, eh bien, nous avons, comme je viens de le dire, 2 domaines qui sont concernés. Et je me suis particulièrement intéressé au domaine des Montarel. Il est mis en vente avec une valeur de 49 200 livres. Il sera acquis finalement au prix de 77 200 livres par un homme de loi de Béziers qui s'appelle Soré, mais qui a
fait les offres en lieu et place de Jean-Baptiste Cabal, le maire de Rougen. Voilà, on nous précise dans les archives tout ce qu'il est advenu de la vente des terres, de la vente des outils, etc. Le domaine de Saint-Martial, qui était aussi une propriété religieuse, va connaître un sort identique. Il était un fief de l'abbaye de Villemagne-l'Argentière, comme je l'ai déjà dit. Il sera lui aussi nationalisé et vendu aux enchères pour la somme de 51 000 francs. Alors, à Alignan, comme dans beaucoup d'autres communes, très vite va se manifester un problème religieux. Pourquoi? Eh bien, nous sommes au printemps 1791 et nous avons un curé qui s'appelle l'abbé Arnal et qui refuse de prêter serment à la constitution civile du clergé. On le considère donc comme un réfractaire. Aussitôt, le district, le 8 mai 1791, envoie sur la commune d'Alignan-du-Vent M. André Simon Gély, qui est un prêtre originaire de Pézenas. Et le corps municipal, dirigé par le maire, M. Crozal, accompagné de 4 officiers municipaux, eh bien, le corps municipal va procéder à l'installation de ce nouveau prêtre. Alors on l'introduit à l'église, on lui fait prêter serment devant l'autel et on procède aussi à un inventaire des vases et ornements sacrés. Or, une semaine plus tard, le 15 mai 1791, l'abbé Gély, le curé qui vient d'être nouvellement installé, porte plainte auprès du district parce qu'il a été victime lors de son installation d'insultes, d'injures de la part des paroissiens. Alors l'affaire va prendre une tournure particulièrement grave puisque le 23 mai, le maire fait part au corps municipal d'un courrier qui émane du district de l'Hérault et celui-ci il informe qu'à la suite de la plainte de l'abbé Gély, le nouveau curé, un arrêté a été pris en date du 20 mai stipulant l'envoi d'un commissaire qui a été nommé par le district de Béziers, à Alignan. Cet homme, c'est pas n'importe qui, c'est le maire de Pézenas, M. Brun, qui sera un futur député de l'Assemblée législative. Et de plus, le district du département de l'Hérault a requis auprès du maire de Pézenas et auprès du commandant de la garde nationale de cette ville eh bien, de faire marcher 60 hommes de la garde nationale de Pézenas sur la commune d'Alignan. Alors cet événement, il est très révélateur de ce qui se passe en ce printemps 1791. Nous avons souvent dans les communes de France des curés qui ont refusé de prêter serment et à la place de ces prêtres que l'on qualifie de réfractaires, on a nommé des curés assermentés ou des curés constitutionnels et la population bien souvent n'admet pas l'arrivée de ce nouveau clerc, elle reste fidèle à l'ancien prêtre. Alors cette affaire elle va s'arrêter à l'automne 1791 avec la nomination d'un nouveau prêtre qui s'appelle l'abbé Abal et qui est originaire de Marossan et dont la nomination ne semble pas avoir posé de problème. Alors à partir du printemps 1792, la Révolution prend une tournure un peu plus dramatique avec la déclaration de guerre. Je vous le rappelle, c'est en avril 1792 que la guerre est déclarée à l'Autriche, aussitôt rejointe par la Prusse, et les révolutionnaires qui sont au pouvoir estiment qu'avec une guerre, eh bien, la situation intérieure du pays, la situation politique se clarifiera. Beaucoup estiment que le roi ne joue pas le jeu, il n'a pas accepté la réduction de ses pouvoirs. Alors sur place à Alignan, les événements vont se précipiter au cours de l'été 1792. Le maire informe le 29 juillet les officiers municipaux qu'il a reçu un décret de l'Assemblée législative déclarant la patrie en danger et qu'il est nécessaire de rendre le conseil général de la commune permanent. Alors nous savons que cette guerre qui va durer en 1792, 1793, 1794, cette guerre va provoquer une mobilisation des hommes, mais aussi de tout le tissu économique de la commune. Pour ce qui est de la mobilisation des hommes, eh bien, le 31 janvier 1793, quelques jours après la mort du roi Louis XVI, Jean Crozal, le maire, suivant l'arrêté du département de l'Hérault, fait publier et afficher l'invitation adressée à tous les citoyens de la commune à voler à Montpellier pour se joindre au bataillon départemental que nous devons fournir pour servir de rempart à nos augustes représentants de la Convention nationale. Voilà. Et devant l'absence de candidats, le maire décide de recruter des remplaçants aux 3 volontaires que la commune doit fournir. Ainsi sont recrutés 3 remplaçants, mais qui sont originaires de Tourbe. Alors faut-il en déduire
que les Alignanais ont fait preuve dans ces circonstances graves d'un manque de patriotisme? Je réponds non. Pourquoi? Parce qu'une autre délibération qui a été prise le 1er avril 1793 nous apprend qu'a été dressée une liste des plus forts contribuables de la commune qui se sont vus imposer une taxe spéciale pour parfaire une somme de 3500 livres destinée à... Comment dirais-je? Cette somme de 3500 livres était destinée à fournir un équipement aux 11 citoyens alignanais qui étaient membres du bataillon des volontaires du département de l'Hérault. Voilà. Par la suite, le village va être soumis, comme toutes les autres communes de France, à de multiples réquisitions. Ces réquisitions commencent en octobre 1793. On procède par exemple à un inventaire des ressources en blé et fourrage de la commune. Et on réquisitionne une des deux cloches de la commune, 6 chandeliers en étain et un encensoir en étain. À la fin décembre 1793, les 3 cordonniers du village sont réquisitionnés pour la confection de souliers destinés à l'armée, en particulier à l'armée qui combat sur le front des Pyrénées contre l'Espagne. Il faut rappeler qu'en cet hiver 1793-1794, après l'exécution du roi Louis XVI, la jeune République française se trouve confrontée à une coalition de monarchies. Janvier 1794, la quasi-totalité des charrettes sont réquisitionnées. En février, ce sont 90 muids de vin et 30 muids un muid, c'est un tonneau, 30 muids d'eau de vie qui sont ponctionnés. Enfin, on réquisitionne les maréchaux et les serruriers afin qu'ils fabriquent des baïonnettes pour les soldats. Puis c'est l'huile d'olive, puis ce sont les chevaux, les mules et les ânes qui sont soumis aux multiples réquisitions du district de Béziers, puisque nous sommes à Alignan-du-Vent dans le district de Béziers. Et on le voit, ce sont, toutes ces réquisitions qui ont permis à la jeune République française de parvenir à vaincre l'un après l'autre ses différents ennemis. Alors, nous savons qu'à partir de l'été 1793, la Convention nationale voit l'élimination du parti des Républicains modérés, les Girondins, et voit l'arrivée au pouvoir des montagnards. Et les montagnards, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils vont mener une politique qu'on a l'habitude de qualifier de politique de la terreur. Comment la terreur s'est-elle manifestée dans le village? Eh bien, en avril 1793, la commune d'Alignan constitue un comité de surveillance chargé de la sûreté générale de la commune. Ce comité de surveillance est constitué de deux bons citoyens. Il s'agit du citoyen Gasque et Auriac. On retrouve, lorsqu'on analyse ces noms de famille, toujours à peu près les mêmes personnes. Et ces personnes sont pour la plupart des notables. Ce sont des gens qui possèdent des terres, qui sont considérés comme des gens qui possèdent des biens et qui peuvent donc, avoir voix au chapitre. Voilà. Cette politique de la terreur, elle va se manifester sur place à plusieurs reprises. Par exemple, nous savons qu'en décembre 1793, une liste des citoyens alignanais qui ont émigré, qui ont quitté le pays, est établie. Cette liste nous apprend que 2 jeunes religieux, des bénédictins, Jean et Antoine Crozal, ont émigré à partir d'Agde, sûrement à destination de l'Espagne. À plusieurs reprises, la commune délègue à Béziers un certain nombre de citoyens pour participer à des fêtes révolutionnaires. Je pense en particulier à la fête de la Raison qui a eu lieu dans un temple, le temple de la Raison, qui n'est autre que la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers. Nous sommes donc là au printemps 1794. Enfin, je voudrais évoquer la figure d'un Alignanais qui s'appelle l'abbé Lantéric. Il a été curé de Metz. C'est un monsieur qui est né en 1731. 1731. Donc il était relativement âgé quand la Révolution a éclaté. Et les événements de la terreur qui se produisent en 93-94 l'ont surpris alors qu'il était à la retraite. C'est un vieux monsieur, un vieux prêtre qui s'est retiré à Alignan-du-Vent. Et le maire de la commune se porte garant qu'il n'a point émigré et qu'il n'est point détenu pour cause de suspicion ou de contre-révolution. Enfin, j'évoquerai le problème des subsistances. Pourquoi? Parce que ces années 1793-1794, elles sont marquées à Alignan, comme dans beaucoup de communes de France, par une situation de disette. Les récoltes sont mauvaises et la population souffre énormément de la cherté et de la rareté des matières premières, en particulier du pain. Donc les
les édiles, si l'on veut, se manifestent auprès du district et le village d'Alignan va obtenir à 2 reprises la possibilité d'aller chercher avec des charrettes du blé, une première fois à Nissan-les-Insérunes et une seconde fois à Puisserguier. Voilà pour ce qui est de la période révolutionnaire. Les années 1794, 95, 1799, que l'on a communément l'habitude d'appeler les années du Directoire, n'apparaissent pas dans les délibérations municipales. Alors je vais passer à l'épisode napoléonien. Et les ressources qui sont relatives à ces années, les années 1799-1814, qui correspondent donc au moment où Napoléon est à la tête du pays, elles sont particulièrement modestes. En fait, dans la plupart des libérations, il est question de conscription. Beaucoup de jeunes alignanais sont tirés au sort. Il faut savoir que la loi Jourdan, qui date de 1798, a institué le service militaire obligatoire. Mais le décret impérial de décembre 1814 institue ce que l'on appelle le tirage au sort et la possibilité pour les gens qui en ont les moyens de se faire remplacer. Et un certain nombre de jeunes alignanais donc sont appelés sous les drapeaux et cette période elle est marquée en fait par la politique de conquête de Napoléon Bonaparte qui a sans arrêt besoin d'hommes pour mener à bien ses conquêtes. Alors en conclusion de cette première partie, je vais vous lire, si vous voulez, ce qu'écrit un alignanais. Il s'appelle Vincent-Philippe Poitevin-Pétavie, c'est un notable qui est né en 1742. C'est un homme d'ailleurs dont la Société archéologique de Béziers a déjà entendu parler. Il y a eu des études qui ont été menées sur cet homme. Il a occupé la fonction de professeur au Collège royal de Toulouse à ses débuts. Ensuite, il a été avocat au Parlement de Toulouse. Et quand la Révolution éclate en 1789, tous ces parlements de province sont supprimés. Et d'ailleurs, c'est un homme relativement âgé puisqu'il est né en 1742 et il déplore la Révolution. Il va se ranger dans le camp de la contre-révolution. Et il va d'ailleurs être incarcéré, arrêté en avril 1793, il sera incarcéré jusqu'en novembre 1794. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il s'est retiré dans son village natal, à Lignan, en 1812, c'est-à-dire vers la fin de l'Empire napoléonien. Et il a livré un témoignage assez éclairant, il nous dit « À Alignan, tout le monde est royaliste sans aucune dissidence et a traversé la Révolution sans contracter aucune souillure politique ou religieuse. » Chapitre 2, le temps des notables. Cette période, je l'ai déjà dit, couvre les années 1815-1870. Alors nous allons aborder la Restauration, c'est-à-dire les années 1815-1830. Le 2 octobre 1814, une délibération municipale porte sur l'installation des nouveaux conseillers municipaux à la tête de la commune qui ont été nommés à la suite d'un arrêté de monsieur le préfet de l'Hérault le 16 mai précédent. Et je ne vais pas vous donner le nom de toutes ces personnalités qui ont été nommées, mais pour la plupart, il s'agit de notables. C'est-à-dire, ce sont souvent des propriétaires fonciers importants ou des gens qui exercent des professions libérales, avocats, ou certains même sont des professeurs. Pour la plupart d'entre eux, ils payent l'impôt. Ils payent en général plus de 300 francs d'impôt annuel et à ce titre, ils sont donc des électeurs qui peuvent élire la Chambre des députés. Voilà, alors notre village, comment dirais-je, dans ces années 1815-1830 va évoluer, nous allons le voir, sur le plan économique, sur le plan social. Une des premières délibérations qui est prise dans ces années-là porte sur l'agrandissement de l'église paroissiale. La délibération de 1827, du mois de septembre 1827, prévoit l'agrandissement de l'église aux dépens du cimetière communal qui se trouve tout autour de l'église. Et c'est 36 mètres carrés de terrain du cimetière qui sont acquis pour procéder à la construction de 2 chapelles latérales sur l'église actuelle. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi y a-t-il un agrandissement de l'église ? Peut-être que c'est parce que la population de la commune augmente, c'est une réalité, on le verra un petit peu plus tard. Mais c'est aussi parce que nous sommes dans l'époque de la Restauration. Et il ne s'agit pas que d'une restauration politique, mais aussi d'une restauration religieuse. Après l'épisode révolutionnaire et les années napoléoniennes, il y a dans toute la France une reprise en main des populations par l'Église. Et le village a connu, comme d'autres communes, l'arrivée de
prédicateurs, de missionnaires, et qui ont rassemblé la population sur la place la plus importante et qui ont dressé ensuite, ou qui ont fait dresser par la suite, une croix de la mission. C'est aussi dans ces années-là, 1825, que le monastère de Mougères, qui se trouve à quelques kilomètres d'Alignan-du-Var, et qui avait été vendu comme bien national à la Révolution, va être rétrocédé à l'ordre des Chartreux. Alors, je vais évoquer maintenant la situation démographique de la commune. Lors des recensements, des tout premiers recensements de 1800 et de 1806, le village ne comptait que 780 à 800 habitants. Or, très vite, on voit que la population, dans les premières décennies du XIXe siècle, augmente. Nous savons qu'en 1821, la population dépasse le seuil des 1000 habitants et elle atteint 1162 habitants en 1836, ce qui donne une croissance de 43% par rapport à 1800. 1800-1836, donc une croissance de 43%. J'ai cherché à savoir d'où venait cette croissance démographique. Elle est le résultat d'un solde naturel qui est positif. Il y a beaucoup plus de naissances que de décès. Et dans ces années-là, le solde migratoire ne joue qu'un rôle très modeste. Il y a peu d'alignés qui partent, il y a peu d'étrangers qui viennent s'établir. J'ai cependant constaté, en analysant les tables décennales des mariages, qu'au cours de la décennie, par exemple 1813-1822, on avait comptabilisé 4 époux originaires du Tarn, 2 de Murat et 2 de Laconne, ce qui prouve que nous avons des liens anciens entre le bas pays et ce que l'on appelle le haut pays, c'est-à-dire l'Aveyron et le Tarn. Alors, si on cherche à comprendre pourquoi la population augmente, eh bien, on doit glisser du terrain démographique et passer à un terrain plus économique. Ce qui est à la base de cet essor démographique, c'est la viticulture. La viticulture se développe dans ces années 1815, 1825, 1835. Elle se développe, pourquoi? Parce que depuis la Révolution, on a accordé une liberté de planter qui n'existait pas sous l'Ancien Régime. Les rois sous l'Ancien Régime avaient toujours craint les disettes et donc ils avaient limité la propagation de la vigne et ils avaient souhaité que le blé, que l'orge, que le seigle occupent encore les meilleures terres. À partir de 1789, cet obstacle politique est soulevé. Mais il y a aussi une autre explication, c'est que la vigne rapporte. Les vins qui sont produits sur place à Alignan-du-Var sont souvent distillés et sont transformés en alcool, et ces alcools ont une très forte valeur ajoutée. Et ils sont cotés sur les marchés aux 3-6, comme on disait à l'époque, de Pézenas ou de Béziers, et ils apportent dans le village une grande prospérité, une certaine aisance. C'est ce donc qui explique que le village se soit, développé et que sa population est augmentée. Alors on va aborder maintenant les années 1830-1848, c'est-à-dire Alignan sous la monarchie de Juillet. Même situation, le 26 septembre 1830, le conseil municipal de la commune se réunit en session extraordinaire et là aussi cela se fait conformément à une circulaire préfectorale. Et les membres du conseil municipal, je vous donne leurs noms, Cyprien Crozal, Louis Gasque, Jean Gasque, Lambert Crozal, Ferdinand Crozal, Jean Guerre, Pierre Alicot, Louis Rivière, Étienne Granier, Pétavie Saint-Christol, Lantéric Latour, tous acceptent de prêter serment au nouveau roi, Louis-Philippe Ier. Ils disent « Je jure fidélité au roi des Français, obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume ». On peut remarquer d'ailleurs qu'ils ne disent pas « Je jure fidélité au roi de France », mais au roi des Français. Alors, nous sommes toujours devant un événement qui doit être remis dans un cadre plus vaste, qui est celui de la France. Et nous sommes donc au lendemain de la Révolution de 1830, les fameuses 3 journées qu'on a appelées les 3 glorieuses, 27, 28 et 29 juillet 1830, qui ont provoqué le départ de Charles X et l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe Ier. Dans ces années, donc 1830-1848, le village voit sa population augmenter, mais cette augmentation de la population est un petit peu moins forte. Aux alentours de 1848, le village compte à peu près 1150 habitants. Alors, les années qui nous intéressent sont aussi marquées par un nouvel agrandissement de l'église. Nous sommes en 1837 et là nous avons un projet qui va être mené à bien en quelques années et c'est un projet qui va donner à l'église du village la physionomie qu'il a actuellement.
Les travaux donc nécessitent beaucoup d'argent. Alors le conseil municipal va se tourner vers la préfecture, vers le ministère des cultes, etc. Et en 1841, le conseil municipal approuve à l'unanimité le projet qui lui est présenté et les travaux ne seront finalement achevés qu'en 1843. Un deuxième projet important qui est lancé donc par la municipalité, toujours dans ces années de la monarchie de Juillet, c'est la construction d'une mairie-école. Alors le projet il est lancé en 1841 et il prévoit l'acquisition d'un certain nombre d'habitations qui devront être démolies et à la place desquelles on va bâtir une mairie-école. C'est-à-dire qu'au premier étage nous aurons la mairie et au rez-de-chaussée nous aurons l'école qui accueillera les enfants de toute la commune. Alors le projet là aussi va nécessiter des fonds importants. Je passe rapidement sur, comment dirais-je, les différentes subventions, les différentes sommes qui seront collectées. Et la notification des travaux a été réalisée en 1852. Malheureusement, nous savons qu'à la suite de pluies particulièrement violentes, une partie du bâtiment de cette nouvelle mairie-école va s'effondrer en 1853 et devra donc être par la suite reconstruit. Alors j'arrive maintenant à 1848, la naissance de la Seconde République, et ce qui est capital dans l'histoire de notre village comme dans l'histoire de notre pays, c'est que pour la première fois, le suffrage universel masculin va être mis en place. Le 11 mars 1848, le sous-préfet provisoire de l'arrondissement de Béziers nomme article 1er, M. Célestin Eustache, maire provisoire de la commune d'Alignan-du-Vent, et article 2, M. Ferdinand Crozal, adjoint provisoire de la commune. À la fin du mois de mars, on fait à Alignan ce qu'on fait dans toutes les communes de France, on dresse la liste de tous les citoyens qui participeront désormais au vote, aux élections. On voit bien donc dans notre village d'Alignan, le suffrage universel devient quelque chose de concret. Il va entrer peu à peu en application. Et les élections, les toutes premières élections municipales vont se dérouler au mois d'août. Et là, le 20 août 1848, se tient la séance d'installation du nouveau conseil municipal. Alors, je pourrais vous donner le nom des élus ainsi que le nombre de voix qu'ils ont obtenues, mais j'ai envie simplement de dire que le maire est toujours M. Célestin Eustache et son adjoint M. Louis Alicot. Alors, ça, je le sais par un petit peu la mémoire familiale, ce sont toujours des notables qui sont aux commandes, ce sont toujours des gros propriétaires. Si on regarde comment a évolué cette Seconde République entre 1848, le moment où elle apparaît, et 1851, c'est-à-dire le moment où Napoléon Bonaparte va faire son coup d'État, on peut constater que ce jeune régime républicain, il va connaître une évolution de plus en plus conservatrice. Je vous en donne quelques jalons. La fermeture des ateliers nationaux qui interviennent dès le mois de juin 1848 et qui va provoquer à Paris un soulèvement ouvrier. L'élection de Napoléon Bonaparte, de Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, en décembre 1848. Une élection d'ailleurs à une écrasante majorité. Enfin, et c'est peut-être l'élément le plus intéressant, la loi du 19 juin 1849 qui autorise l'interdiction des clubs et des réunions publiques. Cela signifie qu'à partir de ce moment-là, les républicains les plus avancés, ce que l'on avait coutume d'appeler les montagnards, vont désormais se réunir un petit peu dans la clandestinité. Et comme d'autres communes, Alignan-du-Vent va connaître une société secrète que l'on pourra définir comme la société secrète des montagnards d'Alignan. Tout ceci, je le tire d'un ouvrage de M. Claude Solé qui avait fait paraître en 2001 un petit fascicule consacré à notre commune d'Alignan-du-Vent et aux répercussions du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte du 2 décembre 1851. Mais je le tiens aussi de la mémoire familiale. Monsieur Gérard Cholvy, qui était professeur d'histoire contemporaine à l'université Paul Valéry, se posait toujours la question comment les idées démocratiques, les idées républicaines ont-elles pu se développer dans la France rurale au cours des années 1830-1840 et on avait un suffrage censitaire, on n'a pas vu germer, si vous voulez, ces idées républicaines.
Et à Alignan-du-Vent, nous savons qu'un tailleur de pierre, un maçon tailleur de pierre, qui était originaire de Pont, en Charente-Maritime, et qui s'appelait Lucien Fay, F-A-Y, et que l'on surnommait Saint-Onge, ça devait être un compagnon tailleur de pierre, il s'est établi dans le village comme entrepreneur. Et c'est lui qui a pris la tête de cette société secrète des montagnards. C'est lui qui a, si vous voulez, fédéré les idées républicaines qui existaient peut-être déjà dans cette population de vignerons du village. Alors, les événements dramatiques qui se sont produits au lendemain du coup d'État, je vais les évoquer rapidement avec vous. La nouvelle du coup d'État, elle n'est connue, le coup d'État a lieu le 2 décembre 1851 et la nouvelle n'est connue que quelques jours plus tard, le 5 décembre. Ce jour-là, donc, un certain nombre d'Alignanais se rassemblent et décident de descendre à pied à Pézenas. Pourquoi? Parce que Pézenas, c'est un centre urbain vers lequel la commune est très tournée. Chaque samedi, il y a le marché de Pézenas, et puis un certain nombre d'Alignanais avaient l'habitude de se rendre à Pézenas et de fréquenter certains cafés, comme le Café National, où on lisait des journaux qui avaient une coloration politique républicaine ou monarchiste. Alors le cortège ne s'est mis en route que vers 6 heures du soir. Nous sommes en décembre et quand ils sont arrivés à Pézenas, eh bien, la réunion qui avait été initiée par le maire qui s'appelait Mathieu Linière, elle était déjà terminée. Donc ils sont rentrés au village sûrement à la nuit et le lendemain, un certain nombre d'événements graves se sont produits dans le village. Une commission municipale révolutionnaire s'est présentée devant le local, l'habitation de M. Célestin Eustache, le maire, et a exigé qu'il lui remette les clés. Et à la mairie, cette commission municipale révolutionnaire, elle a destitué le maire. Alors nous savons de qui elle était constituée. Elle a décidé le renvoi du garde champêtre, elle en a nommé un second. Et on voit que sur place, donc, on refuse ce qui s'est passé à Paris, c'est-à-dire le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Mais très vite, dans le département de l'Hérault, on l'a vu à Béziers avec le général Ortolan et on le verra un petit peu partout, il va y avoir un retour à la normale. Et ce retour à la normale va s'opérer dès la fin du mois de décembre. Et nous savons, grâce aux travaux, grâce à l'étude de M. Solé, qu'en février et avril 1852, 19 Alignanais vont être obligés de comparaître devant ce qu'on appelait des commissions mixtes. C'est-à-dire que c'était des tribunaux qui étaient composés de 2 militaires et d'un procureur civil. Et le 3 mars, eh bien, à l'issue d'un premier jugement, un certain nombre d'Alignanais vont être soit condamnés à de la peine de prison, soit condamnés à de la transportation en Algérie. Évidemment, Lucien Fay, celui que l'on surnommait Saint-Onge, et celui qui était le chef de la société secrète, mais d'autres comme Louis Jarlier, Dominique Oulier, etc. Le 2 avril comparaissent donc les deux derniers, Léon Lucchis et Jean Menjac. Cela signifie qu'en ce printemps 1852, le Second Empire est, pour ainsi dire, installé, le coup d'État a été admis dans la population, mais le village est un village qui est profondément meurtri. Ce n'est pas un cas isolé dans le département de l'Hérault. D'autres communes ont subi cette répression consécutive au coup d'État de Napoléon III, du futur Napoléon III. Mais des boulangers, des vignerons, des artisans, des maris, des frères ont été transportés en Algérie et ils manquent dans le village. Et cela va s'inscrire dans la mémoire locale. Alors je vais aborder maintenant rapidement la situation d'Alignan-du-Vent sous le Second Empire. Bon, nous le voyons dès 1852-1853, le conseil municipal se rallie au Second Empire. Nous le savons parce que l'empereur Napoléon III avec son épouse va effectuer une visite impériale dans le département de l'Hérault et à cette occasion, le conseil municipal va lui adresser des vœux et il sera procédé à une distribution de pain et de viande aux citoyens de la commune les plus pauvres, aux indigents. Voilà. Ces années-là du Second Empire sont marquées par la reconstruction de la mairie-école. Alors c'est intéressant parce que pour reconstruire cette mairie-école, on a besoin d'argent et je vais simplement vous donner une information qui est intéressante. Voilà, nous savons que M. Henri Crozal et M. Louis Alicot, ce sont ceux qui sont à la tête de la commune, le maire et l'adjoint, ils s'engagent à prêter la somme de 18 000 francs à la commune au taux de 4,5% afin d'engager au plus tôt les travaux.
Ce sont donc des notables qui ont permis, si vous voulez, l'érection, l'édification de cette nouvelle mairie-école. Les années du Second Empire sont aussi marquées par une décision importante, c'est le transfert du cimetière. Nous savons que dès le XVIIIe siècle, les Lumières ont souvent souhaité que les cimetières qui étaient attenants aux églises, soit pour des raisons d'hygiène, déplacés à la périphérie des communes. Et ce mouvement, il a été visible à Paris, mais il a été visible dans toutes les communes de France. Et à Alignan-du-Vent, il faut attendre 1868 pour que la décision soit prise. Alors le cimetière qui se trouvait tout autour de l'église va peu à peu être abandonné, et il y aura un délai de 10 ans. Ce n'est qu'à partir de 1878 que toutes les inhumations se feront dans le nouveau cimetière. Ce nouveau cimetière, il est toujours utilisé aujourd'hui. Il se trouve à la périphérie de la commune et il a été offert par deux demoiselles qui s'appelaient Gabrielle et Olympe Eustache, deux filles de notables si vous voulez, mais qui en échange avaient souhaité que leur soit attribuée de façon perpétuelle une concession de 16 centiares pour qu'elles y édifient une chapelle qui est toujours visible encore aujourd'hui. Les années du Second Empire sont aussi marquées par l'amélioration des infrastructures de transport. Alors, la commune d'Alignan-du-Vent, malgré toutes ces demandes, ne parviendra pas à obtenir le passage du chemin de fer. Mais par contre, en matière de transport routier, l'amélioration des voies de communication et en particulier la construction d'un pont sur la Tongue entre Alignan et Abéillan sera réalisée dans ces années-là. Alors je voudrais terminer cette période qui concerne Alignan sous le Second Empire et qui concerne aussi la fin de ce chapitre, donc sur le temps des notables, par un conflit qui intervient entre le maire M. Crozal, en 1868, et le reste du conseil municipal. Pourquoi parler de ce conflit? Parce qu'il est très révélateur d'un état de fait. C'est que le temps des notables s'achève. Nous sommes le 25 juin 1868 et une réunion extraordinaire du conseil municipal va se tenir afin de délibérer sur la situation des puits et des fontaines de la commune. Nous apprenons dans cette délibération que la commune souffre d'une exceptionnelle sécheresse. Donc le conseil décide d'attribuer une somme de 689 francs aux travaux nécessaires pour le creusement à une plus grande profondeur des puits et le changement du corps d'une des pompes. Mais à l'issue de cette réunion extraordinaire, eh bien, le maire fait part de son indignation parce que le préfet a été le destinataire d'une lettre qui lui a été adressée par le conseil municipal. Et le conseil municipal regrettait qu'il n'y ait pas eu, comme la loi l'exige, une session ordinaire du conseil municipal au mois de mai. Alors, le maire indique dans la délibération qu'il constate avec tristesse l'acrimonie du conseil à son égard. Et loin de se calmer, l'opposition entre le maire, qui à l'époque, je le rappelle, est nommé par l'autorité préfectorale, et les membres de son conseil, cette opposition va s'accroître. Une nouvelle plainte est adressée cette fois-ci au ministre de l'Intérieur. Elle est adressée le 20 septembre 1868. Je vous en lis un petit peu le contenu. En face de l'opposition systématique qui lui est faite par monsieur le maire, dans un but facile à comprendre, le conseil municipal élève officiellement la voix jusqu'à monsieur le ministre de l'Intérieur. Il espère que son Excellence, considérant les choses de haut et de loin, croira de son devoir de lui assurer l'exercice de tous ses droits et qu'il ne permettra point qu'un maire soit maître absolu dans la commune quand l'empereur lui-même ne l'est pas en France. Cette délibération est prise à la majorité de 7 voix contre 2. Il doit s'agir bien sûr du maire et de l'adjoint. Et voilà un petit peu comment s'achève cette crise qui oppose le maire, son adjoint au reste du conseil municipal. Le 6 décembre 1868, le conseil municipal est dissous et l'autorité préfectorale va mettre en place une tutelle. Le ministre de l'Intérieur, M. Pinard, va, si vous voulez, prendre une décision et il va nommer, si vous voulez, 2 hommes qui assureront la gestion de la commune en attendant les futures élections municipales. Donc nous avons terminé ce chapitre 2 relatif au temps des notables. Nous allons aborder maintenant le 3e chapitre, Alignan, un village républicain qui couvre la période 1870-1914.
Chapitre 3, Alignant du Vent, un village républicain, 1870-1914. Bon, nous le savons tous, c'est au lendemain de la défaite de Sedan, le 2 décembre 1870, qu'est proclamée la Troisième République, le 4 septembre 1870. À Alignant-du-Vent, le 6 septembre, a lieu l'installation du nouveau conseil municipal. En effet, pendant le mois d'août, c'est-à-dire pendant la guerre contre les Prussiens, ont eu lieu les opérations électorales du 7 et du 14 août, au cours de laquelle ont été élus 12 conseillers municipaux. Là, je ne peux pas résister, je me sens obligé de vous citer leurs noms. Pourquoi? Parce qu'on ne va plus retrouver les notables dont j'ai parlé jusque-là. Il s'agit de Jean Guerre, Pierre Roch, Pierre-Georges Reims, Gibal, Eustache, Combe, Lorenz, Gasque, Lucis, Arbouy, Gibal et Levert. Ce sont que des noms nouveaux qui apparaissent. Et une fois installé, le conseil municipal donc va charger le conseiller Félicien Lorenz de remplir provisoirement les fonctions de maire. Alors en cet automne 1870, une des premières décisions qui est prise par le conseil municipal, elle concerne, si vous voulez, la poursuite de la guerre. Nous savons que la Troisième République, elle a été proclamée le 4 septembre et elle a continué la guerre contre l'occupant prussien. Et il y a eu, comme en 1792, une sorte de levée en masse, de mobilisation des hommes. Et le 2 octobre 1870, le Conseil vote le versement d'un fonds de 1000 francs pour la défense nationale. Et cette somme, donc, elle est destinée à fournir un équipement aux 18 gardes nationaux mobilisés qui sont originaires de la commune. Ces gardes nationaux mobilisés, c'est ce qu'on appelait les mobiles. Ils étaient une sorte d'armée de réserve. Alors, très vite, les opérations militaires avec le maréchal Bazaine qui est enfermé à Metz, la capitulation de Paris, etc., bon, elles vont se solder par un échec et on arrive au mois de février 1871 où la France signe avec la Prusse un traité à l'issue duquel d'ailleurs elle va perdre l'Alsace et la Lorraine. Alors nous allons avancer dans le temps et nous allons arriver en 1873. Pourquoi ? En 1873, le chef du gouvernement, Thiers, est renversé à Paris. Et le même jour, le maréchal MacMahon est élu président de la République. Dans les jours qui suivent, il nomme M. de Breuil vice-président du Conseil. Et avec le soutien d'une majorité de notables conservateurs à l'Assemblée nationale, eh bien, ils vont mettre en place une politique que l'on a appelée une politique conservatrice de l'ordre moral. Ce mot ou cette expression, l'ordre moral, c'est quelque chose qu'il faut peut-être définir. Il s'agit d'abord de défendre la propriété privée, mais aussi la prééminence politique et sociale des classes dirigeantes traditionnelles, l'aristocratie, la grande bourgeoisie. Mais cet ordre, il doit être aussi moral, c'est-à-dire qu'il est fondé sur une vision de la société qui donne à la hiérarchie de l'Église catholique une place centrale dans la vie de la nation. Et implicitement, cet ordre inclut la restauration monarchique, le retour du roi sur le trône, constitue un petit peu la clé de voûte du système. Alors, nous savons, parce que nous connaissons la suite, que la Troisième République, elle commence le 4 septembre 1870, elle s'achèvera en 1940, donc il n'y aura pas de restauration monarchique. Mais il y a eu dans ces années donc, au cours desquelles MacMahon était au pouvoir, une volonté donc de restaurer la monarchie. Cette politique de l'ordre moral qui a duré en 73, 74, 75, 76, sur place à Alignan, elle a été menée par un jeune notable qui s'appelle M. Marius Eustache. Je vous donne lecture donc, le 24 mars 1874, le maire, M. Gibal, exhibe devant les membres du conseil municipal l'arrêté de M. le ministre de l'Intérieur, par lequel M. Marius Eustache est nommé maire de la commune d'Alignan-du-Vent. On se retrouve donc devant un cas de figure qui est l'autorité préfectorale nomme un maire à la tête de la commune. Alors, Marius Eustache, il est proclamé maire et dans un discours d'une grande clarté, il se présente et il expose les idées qu'il entend défendre. Sa devise est « Ordre et liberté par le travail ». Incontestablement, cet homme jeune, qui est issu d'une famille de notables du village, il incarne à Alignan-du-Vent la politique de l'ordre moral. Évidemment, il va se heurter à une très forte opposition, puisque le 3 mai, session ordinaire du conseil municipal, eh bien, il se retrouve pratiquement seul. La plupart des conseillers municipaux refusent de siéger. Donc, il les reconvoque ultérieurement.
Et la situation, elle va durer, c'était une sorte de bras de fer qui va durer jusqu'au mois de mai 1876. Et ce jour-là, le maire donne lecture au conseil d'une lettre de monsieur le sous-préfet de Béziers, en date du 28 mai, dans laquelle il délègue à monsieur Léon Lucchis les fonctions de maire. Monsieur Léon Lucchis présent, ayant accepté ses fonctions, la remise des services municipaux lui a été faite par le maire démissionnaire, c'est-à-dire par monsieur Marius Eustache. Et un arrêté préfectoral validera la nomination de M. Léon Lucchis au poste de maire. Eh bien, vous voyez, cette issue à la situation de crise qui a été observée dans la commune pendant ces quelques années, elle est le fruit de la nouvelle donne politique au niveau national. En février 1876 ont eu lieu des élections dans le pays et malgré les multiples pressions du maréchal MacMahon, c'est une large majorité républicaine qui a été élue à l'Assemblée nationale. Et c'est la raison pour laquelle, sur le plan local, les choses changent. Le village, donc, est profondément ancré dans le camp républicain. On le voit par exemple en 1879, lorsque M. Jules Grévy est élu président de la République en remplacement du maréchal MacMahon. Ce jour-là, le conseil municipal adresse un message au nouveau président de la République. Je vous en donne lecture. Les membres du conseil municipal de la commune d'Alignan-du-Vent, sous-signés, interprète légitime des sentiments de la population, partage la satisfaction générale de la France en voyant enfin le pouvoir exécutif entre les mains d'un ferme et sincère républicain. Ils espèrent que vous voudrez bien inaugurer votre élévation à la présidence par un acte d'apaisement, l'amnistie pleine et entière de tous les républicains qui avaient été incarcérés lors de la Commune. Vive la République! Alors, je me suis posé la question, pourquoi ce village d'Alignan, ce n'est pas un cas isolé, nous savons à partir des travaux de M. Sagne par exemple que le midi viticole était particulièrement républicain. Mais pourquoi ce village a-t-il été ancré aussi précocement dans le camp républicain? Alors, on peut proposer un certain nombre d'explications. Par exemple, il y a les souvenirs de l'épisode du coup d'État de Napoléon III, avec la déportation, on disait à l'époque transportation d'un certain nombre d'Alignanais en Algérie. Il y a aussi peut-être la présence dans le village de la grande propriété. J'ai évoqué ces notables et en particulier la famille Crozal. Je ne crois pas me tromper en disant que Marie-Hélène de Crozal, qui était sociétaire de la société archéologique et qui est décédée il y a quelques années à peine, était une lointaine descendante de cette riche et puissante famille. Et c'est vrai que sur place, dans le village, ces grandes familles soutenaient l'église, etc. Et le petit monde des propriétaires viticulteurs, bien souvent, se sentait, si vous voulez, en opposition à cette caste dirigeante. Et c'est peut-être ce qui peut expliquer cet ancrage, comment dirais-je, républicain. La viticulture a apporté la prospérité, la plupart des gens savent lire et écrire. Donc, il y a dans le village des artisans, des commerçants et surtout des petits propriétaires qui ont adhéré à ce régime qui leur semble être celui qui est le plus à même de défendre leurs intérêts. Le village est un village où la commune est une commune viticole. Cela signifie que son évolution démographique, elle est étroitement liée au cours du vin. Quand il y a des phases de marasme, la population décroît. Quand il y a au contraire des phases de prospérité, la population augmente. Alors on peut le voir si on examine, c'est pas propre à Alignan-du-Vent, et ça s'observe dans tout le Bas-Languedoc. Par exemple, si nous prenons l'époque du phylloxéra, nous savons que la crise phylloxérique, elle commence dans le Garaudannien, et elle va se manifester dans le centre du département de l'Hérault, c'est-à-dire dans la région de Pézenas, d'Alignan-du-Vent, à partir des années 1876. Donc la population qui s'établissait à peu près aux alentours de 1250 habitants, elle va baisser. Elle va baisser au cours de la décennie 1876-1886. Mais à partir de 1886, on a trouvé la parade, on greffe donc des plants américains qui sont immunisés sur des plants français, et cette solution du greffage va permettre la reconstitution du vignoble. Et bien toute la période qui va de 1886 à 1896, voire à la fin du 19e siècle, est une période où l'on reconstitue le vignoble, le vin se vend bien et la population augmente. Cependant, si la population augmente, ça n'est plus comme
au début du 19e siècle parce que la natalité est forte. Non, beaucoup de petits propriétaires, pour ne pas partager leurs 5-6 hectares de vignes, ont une descendance assez réduite. Donc si la population augmente, c'est parce qu'il y a un solde migratoire positif. Et on voit arriver dans ces années-là beaucoup de gens qui viennent de l'Aveyron et du Tarn. Les mariages que j'ai étudiés en regardant le lieu de naissance de l'époux ou de l'épouse le prouvent. La décennie qui si vous voulez, la décennie qui précède la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire en gros 1902-1912, on a près de 20% des mariés dans le village qui sont nés soit dans le Tarn, soit dans l'Aveyron. Et d'ailleurs, la plupart ne viennent que de quelques cantons limitrophes. Cette immigration en provenance de ce que l'on appelait le Haut Pays, eh bien, elle est originaire pour les 3/4 d'Aveyronais qui viennent de Belmont-sur-Anse, de Saint-Cernin-sur-Anse, Camaret, Saint-Afrique, Cornus, mais aussi de Tarnais qui viennent de Laconne, de Murat ou d'Anglès, ou de Vabre encore, voilà. Et c'est vrai qu'au début du siècle, la population s'établit aux alentours de 1300 habitants. La crise de Mévente de 1907 va se répercuter, ce qui prouve bien que nous sommes devant une commune viticole, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Cependant, la population entre 1907 et 1911, elle ne perd que quelques habitants. Alors, après avoir évoqué ce caractère un petit peu viticole de la commune, je reviens à des considérations plus politiques. La vie politique dans ces années-là est apaisée. Le village est un village républicain. Il y a une opposition sûrement blanche, comme on disait, c'est-à-dire monarchiste, mais elle semble avoir admis que désormais ce sont des élus républicains qui sont aux commandes. Alors j'ai envie cependant de vous parler d'un témoignage qui émane d'un abbé, et ce n'est pas n'importe quel curé, c'est l'abbé Constant Blaquière. Il a été archiprêtre de la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers, mais au début du siècle, au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État, en 1905, il était curé d'Alignan-du-Vent. Et lorsqu'il y a eu, on le sait, l'inventaire des biens de l'Église, eh bien, il a souhaité qu'une lettre soit adjointe au procès-verbal de cet inventaire. Et cette lettre, elle est particulièrement longue, mais cet abbé, eh bien, dans ce qu'il dit, il exprime un petit peu la voix de cette population alignanaise qui est encore fidèle à la monarchie et fidèle à l'Église. Il dit « Dès lors, puisque la séparation est un fait acquis et que l'État refuse de nous connaître, pourquoi avoir en son nom compté... Pourquoi venir en son nom, compter, mesurer, estimer ce qui n'appartient qu'à nous ? N'allez pas dire que l'inventaire est un acte de conservation. L'histoire nous donne le droit d'en douter. Elle nous dit qu'un jour, il y a en cela plus d'un siècle, les biens de cette paroisse furent inventoriés, mais elle nous apprend aussi que quelques mois après, ils étaient jetés dans des charrettes et portés à Béziers, d'où on ne les vit jamais plus revenir. Vous voyez, l'abbé Constant Blaquière, il fait référence à ce qui s'est passé lors de la Première République, en 1793, quand on a réquisitionné une des deux cloches de l'église, quand on a réquisitionné un encensoir en étain et des chandeliers en étain. Ça vous montre que la mémoire, elle ne s'efface pas comme ça, et même un siècle plus tard, ça reste encore gravé dans la mémoire locale. Alors, la vie politique est apaisée. Je voudrais vous montrer qu'en 1913, le climat international devient de plus en plus lourd et on discute à cette époque-là de la fameuse loi des 3 ans. Faut-il ou ne faut-il pas instituer une loi qui met en place un service militaire de 3 ans? Eh bien, nous avons le conseil municipal qui va se tourner vers le député de la circonscription. Il est bien connu puisqu'il était maire de Mont-Blanc et député avec l'étiquette SFIO, il s'appelait Édouard Barthes. Et cet homme, donc, on lui demande de bien vouloir assister à une conférence qui aura lieu en Suisse, à Berne, et qui est une conférence sur le rapprochement franco-allemand. Ça montre bien que le conseil municipal, il ne souhaite pas la guerre. Il n'est pas, si vous voulez, défaitiste, pas du tout, mais il souhaite, comment dire, que la paix parvienne à s'instaurer de façon définitive. Tout le printemps 1913 est dominé par les discussions relatives à la loi des 3 ans et la conférence de Berne se tiendra les 11 et 12 mai 1913 et malheureusement elle n'atteindra pas les objectifs escomptés puisque la Première Guerre mondiale éclatera un an plus tard.
Alors, les années qui nous intéressent, les années 1870-1914, sont marquées dans le village par un certain nombre d'actions, en particulier dans le domaine scolaire. L'instruction est voulue dès 1871 gratuite pour tous les enfants du village. On va donc faire l'acquisition d'une grande bâtisse pour construire une école de garçons, puisque la mairie-école est insuffisante, les locaux sont trop petits vu l'augmentation de la population. Le projet donc est mené dans les années 1876 et il s'achève en 1880. On va procéder de la même façon à la construction d'une école maternelle, puis à l'aménagement d'une école de filles. Le projet est lancé en 1880 et il est réalisé en 1883. Cependant, on est en droit de se poser la question, ça apparaît dans les délibérations municipales, mais rien n'est dit par exemple sur l'école libre, entre guillemets, c'est-à-dire l'école religieuse. Or, nous savons qu'elle existe. Les archives municipales n'offrent que très peu d'indications à ce sujet, mais l'école libre existe. On a même des photos qui nous montrent des petits-enfants, on connaît même le lieu, la bâtisse qui servait, si vous voulez. Mais Gérard Cholvy, encore lui, nous dit que cet enseignement libre dans le département de l'Hérault, avant 1914, il souffre, il est financé par qui? Par les notables, mais il vivote en particulier dans des communes viticoles comme à Lignan-du-Vent qui sont clairement orientées à gauche. Alors, les années aussi 1870-1914 sont marquées par ce que l'on pourrait appeler la première modernisation du village. J'avais lu il y a bien des années de ça un ouvrage qui avait été rédigé par un historien américain, Eugène Weber, qui s'intitulait La fin des terroirs. Et il montrait comment, dans la France rurale, les années 1870-1914 avaient été déterminantes, parce qu'elles avaient, si vous voulez, fait sortir toutes ces communes rurales de leur isolement. Elles s'étaient ouvertes à la modernité. Et c'est vrai qu'il y a une modernisation qui est visible, qui est concrète. Le village, je l'ai déjà dit, va chercher tout au long des années 1870, 80, 90 à obtenir le chemin de fer. De nombreuses délibérations le prouvent. Le chemin de fer une gare sera installée à Rougeant-Néfiès, une autre à Tourbe, une autre à Valros, mais pas à Lignan-du-Vent. Dans le domaine de la poste, des télégraphes et du téléphone, là aussi, on voit que ces années 1870, 80, 90 sont marquées par des efforts très importants qui vont donner naissance donc à un bureau de poste permanent à Lignan-du-Vent. Le téléphone apparaît dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale. L'éclairage aussi, on passe du gaz à l'électricité. Les eaux usées, les eaux potables, c'est aussi dans ces années que, pour la première fois, on va mettre en place un système de pompage de l'eau dans la nappe phréatique et on va aménager sur le point haut du village des bassins qui permettront de redistribuer l'eau potable, pas malheureusement dans toutes les habitations, mais dans différentes fontaines installées au coin des rues dans le village. Enfin, c'est toujours dans ces années 1870-1914 que le village va avoir son tissu, si vous voulez, le tissu villageois va se modifier. D'abord parce qu'à la périphérie, c'est une circulade à Lignan-du-Vent avec un certain nombre d'anneaux. Mais la prospérité viticole va amener la construction de maisons vigneronnes le long des rues qui convergent vers la circulade. Et ces maisons vigneronnes, elles sont assez caractéristiques, elles se multiplient. Et on voit même aussi ce que l'on appelait dans le Midi languedocien des magasins, c'est-à-dire des caves ou des magasins qui appartenaient à des vignerons. Et puis un certain nombre de trouées, de percées vont être opérées dans le vieux village pour faciliter, si vous voulez, la circulation. En 1905, la municipalité fait l'acquisition d'un ancien moulin à huile et de bâtiments attenants et elle va réaliser donc une place qui permet de sortir en direction de Béziers justement. Et en 1912, pour le franc symbolique, la municipalité acquiert une grande place qui était la cour d'une grande propriété. Une propriété qui appartenait à une famille qui s'appelle la famille Jouvenel de Pézenas. Et les bâtiments, les caves sont divisés et vendus à des petits propriétaires. Et la cour est vendue pour le franc symbolique à la commune. Elle devient aujourd'hui ce que l'on appelle la place du fronton. Parce que 10 ans plus tard, en 1922, va être aménagé un fronton, puisque c'était la mode de jouer à la pelote basque dans la région de Pézenas. Voilà pour donc le troisième chapitre relatif aux années 1870-1914.
Chapitre 4, alignant d'une guerre à l'autre. Je vais donc ouvrir la période qui va de 1914 à 1947. Évidemment, je vais commencer par l'épreuve de la Première Guerre mondiale. Et si on parcourt les délibérations municipales de l'été 1914, on ne trouve aucune trace de l'attentat de Sarajevo qui s'est produit le 28 juin 1914 et qui va conduire à la guerre, à la mobilisation du 2 août 1914. Pas de conseil municipal extraordinaire, rien ne transparaît dans les archives, ce qui prouve bien qu'au milieu de la torpeur estivale, cette guerre a surpris tout le monde. Pourtant, les Alignanais, comme les habitants des autres communes du pays, eh bien, ils vont être très vite concernés. La plupart des hommes âgés de 20 à 40 ans vont être touchés par la mobilisation. Des fils, des maris, des frères vont partir vers les centres d'incorporation. Et nous savons par exemple que plusieurs membres du conseil municipal qui avaient été élus en 1912 sont partis à la guerre. Georges Boussagol, Justin Combes, Jules Favier, Fernand Guiraudou, Marius Porte et Raoul Abbe. Voilà. Alors, je peux dire aujourd'hui que sur le monument aux morts qui a été érigé après la Grande Guerre, après la Première Guerre mondiale, nous avons 40 noms qui sont inscrits. Et je ne vais bien sûr pas vous donner le nom de chacun de ces Alignanais, ni les circonstances dans lesquelles ils ont été tués. Mais simplement, ce que j'aimerais que l'on retienne, c'est que Alignan, comme beaucoup d'autres communes de France, a payé un très lourd tribut à cette guerre. Et lorsque la guerre s'achève, le moins que l'on puisse dire, c'est que la société locale, la société villageoise, elle reste encore profondément marquée par la guerre. Voilà, l'impact démographique, l'impact social de la guerre, il est énorme. La guerre a fauché beaucoup d'hommes jeunes. Cela signifie que beaucoup de femmes ne se marieront pas. Il y a ce que l'on appelle un déséquilibre des sexes. Il y a aussi un vieillissement de la population, parce que ce sont des hommes jeunes qui ont été éliminés. Ça veut dire que bien sûr, il y a des enfants, des adolescents, mais il y a aussi beaucoup de gens âgés. Et ce vieillissement, il était déjà perceptible avant-guerre, parce que, je vous l'ai déjà dit, la natalité était faible, et il avait fallu faire appel à une population souvent venue des hauts cantons. Alors, un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est que souvent, comme la viticulture est une culture peuplante qui nécessite beaucoup de bras, eh bien, les années de la Première Guerre mondiale vont voir, si vous voulez, le tarissement de cette immigration en provenance du Tarn et de l'Aveyron, et à l'inverse, l'arrivée d'Espagnols. Il en était arrivé des immigrés espagnols dans les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, mais ils étaient très peu nombreux. On le voit dans les actes de mariage. Les premiers qui sont venus venaient de la montagne catalane ou de l'Aragon. Mais à partir de la Première Guerre mondiale, ils viennent en masse. Ils viennent toujours pareil, de l'Aragon, ils viennent de la Catalogne, mais ils viennent aussi du Levant, de Valence et de Murcia en particulier. Ils s'établissent dans le village et ils travaillent dans le vignoble. Et beaucoup de propriétaires sont bien contents de les trouver pour effectuer les gros travaux de la vigne. Alors, nous avons un témoignage qui émane d'un Alignanais qui est toujours vivant et qui a été à Béziers agent d'assurance. Et ce monsieur est né en 1932. Et dans son enfance, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il a vu un certain nombre d'Alignanais qui avaient participé au combat de la Première Guerre mondiale. Et il nous dit par exemple qu'il avait comme voisin M. Émile Laclé qui avait été amputé d'un bras et qui ne put jamais reprendre la forge familiale. Il nous parle d'un dénommé Paul Calmels qui avait eu les pieds gelés dans les tranchées et qui toute sa vie a porté des chaussures spéciales qui lui étaient chaque année offertes par le gouvernement. Il nous parle d'un monsieur Bertrand qui a été blessé à 2 reprises à la bataille de Verdun, d'un autre qui a eu de la dysenterie chronique dans l'armée d'Orient, etc. C'est vrai que cette guerre, elle s'est arrêtée le 11 novembre 1918, mais la société locale, que ce soit à Lignan ou dans les autres communes du pays, a été profondément marquée par cette guerre. Si j'évoque maintenant les aléas de la vie politique, le village reste un village républicain. Aux élections municipales de 1919, c'est la même équipe municipale républicaine socialiste qui est élue. Cependant, en 1925, nous allons avoir en 1929, nous allons avoir des élections municipales qui vont marquer une rupture. Parce que c'est une équipe de centre-droit qui va, à une courte majorité, accéder au pouvoir. Le nouveau maire s'appelle Grasset. Il est issu d'une famille de notables et il est assisté de 2 adjoints, un dénommé Lorès et un dénommé Vialès. Et
comment interpréter ce basculement au centre droit d'une commune qui était jusque-là ancrée plutôt au centre gauche? Peut-être est-ce lié à la politique au niveau national de M. Raymond Poincaré, qui a su redresser le franc, etc. En tout cas, je vais vous donner lecture d'un échange qui a été un échange manuscrit. Regardez, nous avons une lettre qui a été écrite par le nouveau maire et ce fameux monsieur Grasset, il dit « Ces messieurs qui n'ont pratiqué que l'illégalité veulent nous donner des leçons. C'est regrettable et je prouverai à monsieur le préfet et à toute la population leur incapacité en ayant laissé la commune dans un état lamentable où tout tombe, d'une saleté répugnante, endettée sans avoir rien fait que gaspiller l'argent des contribuables. » C'est vrai que la vie politique n'est pas si apaisée que ça. Cette lettre le prouve. Mais dès 1935, il y a un retour, si vous voulez, à la normale, puisque les élections de 1935, elles se déroulent quelques mois avant l'arrivée au pouvoir du Front populaire et quelques mois après les graves événements qui se sont produits à Paris, les fameuses émeutes du 6 février 1934. Et il y a donc un rassemblement qui s'opère à gauche entre les radicaux, les socialistes et même déjà les quelques communistes qui existent dans la commune. C'est donc une victoire pour la municipalité socialiste conduite par M. Boussagol. Alors les années 30, elles sont aussi intéressantes parce que la filière viticole dans le village va connaître des mutations. Et ces mutations, elles se traduisent par l'édification d'une cave coopérative en 1936. Il faut savoir que jusqu'au début des années 30, les cours du vin ont été particulièrement élevés. Et dans le Béziers des années 20, comme dans tout le Bas-Languedoc, il y avait de la prospérité. On le sait, c'est parce qu'il y avait des spectacles qui étaient organisés aux arènes de Béziers, etc., où tous ces petits propriétaires, viticulteurs pouvaient venir. Mais à partir de 1930, 31, 32, les cours du vin plongent. Et il y a un marasme particulièrement profond qui se met en place. Peut-être est-ce lié à la baisse de la consommation nationale de vin, peut-être est-ce lié à la concurrence des vins d'Algérie. Toujours est-il que l'hectolitre de vin baisse et pour le gros propriétaire qui possède une capacité de stockage, qui a des chais, ne pas vendre son vin, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut tenir la dragée haute au courtier, au négociant. Le petit propriétaire, lui, il ne peut pas. Donc, l'idée de se regrouper en coopérative, et elle avait germé dès le début du XXe siècle, à Marossan ou dans le Lunélois, par exemple, eh bien, cette idée, elle va se concrétiser à Lignan. Et en 1936, au mois de mars, on voit se constituer une société coopérative qui s'appelle les Vignerons d'Alignan-du-Vent. Et le projet, il va se concrétiser en quelques mois. On va acquérir un terrain, on va trouver un architecte. Ça ne vous étonnera pas si je vous dis qu'il s'agit de M. Paul Bress, qui les a pratiquement toutes faites, les caves coopératives du Biterrois. Et puis, on va trouver une société. Alors, cette société, elle était originaire de l'Aude. En fait, quand on regarde exactement ce qui s'est passé, nous savons que la société Gotland de Paris a obtenu le marché, mais celle-ci a sous-traité le chantier à l'entreprise d'Antoine Robert de La Palme dans l'Aude. C'est elle qui a édifié donc la cave coopérative en pierre de taille avec des cuves en béton armé à l'intérieur. Et à la fin du mois d'août 1936, la cave coopérative est achevée et la récolte de septembre 1936 pourra être donc réceptionnée. Nous avons, je suis allé moi-même faire des recherches à la cave coopérative, nous avons un conseil d'administration qui se tient, comment dirais-je, le 8 octobre et il dresse le compte rendu moral et financier des premiers vendages et il procède à l'attribution de la part de récolte revenant à chaque coopérateur. Voilà. Je vais évoquer maintenant le village durant le second conflit mondial. Bon, les élections municipales qui ont eu lieu en 1935, elles étaient prévues donc pour une durée de 6 ans, mais en raison de la guerre en 1941, il n'y a pas eu d'autres élections municipales. Alors en 1941, le village se trouve en zone libre et ceux qui sont aux responsabilités, c'est une municipalité socialiste, ils restent en place. Mais ils restent en place jusqu'en 1942, puisqu'en 1942, la zone libre est envahie et ce n'est pas tellement les Allemands, c'est plutôt le régime de Vichy qui va procéder à une dissolution du conseil municipal et à la nomination d'une délégation spéciale. Cette délégation spéciale, elle va être mise en place le 8 août 1942.
Et vous le voyez, 8 août 42, nous sommes donc quelques semaines avant le 11 novembre 42, c'est-à-dire avant l'invasion de la zone libre par les troupes allemandes. Les troupes allemandes ont envahi la zone libre à la suite du débarquement en Afrique du Nord des Anglo-Américains. Donc le 8 août 42, eh bien, le maire donne lecture de l'arrêté signé le 22 juillet par le chef du gouvernement, M. Pierre Laval, dont l'article 1er précise que le conseil municipal de la commune d'Alignan-du-Vent est dissous. L'article 2 de cet arrêté met en place une délégation spéciale dans la commune chargée de gérer les affaires et elle est constituée de 3 personnes, M. Christian, M. Viala et M. Bouchard. Inutile de vous dire qu'il s'agit de 3 notables qui avaient, comment dire, sur le plan politique, des sympathies pour le régime du maréchal Pétain. Cependant, il faut dire une chose, c'est que cette délégation spéciale qui va gérer les affaires de la commune jusqu'au mois de août 1944, jusqu'à la libération du village, elle va mener une politique qui sera une politique de gestion prudente des affaires. D'abord, le village, il est soumis au rationnement, aux restrictions, et partout on met en place, si vous voulez, des jardins communaux pour essayer de produire quelques pommes de terre, pour essayer de produire quelques légumes, et il n'y aura pas, comment dire, une traque des opposants politiques, des communistes, des socialistes, etc. Alors j'arrive maintenant au moment de la libération. La libération, elle intervient, comme à Béziers, le 22 août. Ce jour-là, les troupes d'un maquis, qui s'appelle le maquis Robert, investissent le village. Ce maquis Robert, il était installé dans les avant-monts, du côté de Lorentz, et le chef de ce maquis donc, déclare le régime de l'État français déchu et instaure la 4e République dans la commune d'Alignan-du-Vent. La gestion du village est confiée à un comité de résistance qui dispose des pleins pouvoirs. Et quand on regarde la composition de ce comité de résistance, on voit qu'il est constitué de M. Bardagy, un instituteur, de M. Boivin, CGT, de M. Boussagol, SFIO, qui était maire en 1935, de M. Gour, MUR, en fait ça veut dire Mouvement Uni de la Résistance, M. Loup, délégué du Front National, c'était une organisation donc, qui était noyautée par le Parti communiste, de Mme Porte, institutrice, et de M. Sol, PCF. Voilà. Bon, nous sommes dans le climat de la libération. Je pense que les membres de la délégation spéciale qui avait été mis en place n'ont pas été maltraités. Cependant, quelques mois plus tard, le 19 mai 1945, vont avoir lieu les premières élections municipales. Mai 1945, les prisonniers de guerre sont rentrés quelques jours plus tôt, et puis mai 1945, les femmes ont obtenu le droit de vote par un décret signé par le général de Gaulle. Donc ces premières élections, eh bien, elles s'inscrivent dans un climat national qui n'est pas favorable à la droite, parce que la droite s'est peut-être compromis parfois avec le régime du maréchal Pétain. Et sur place à Lignan, il va y avoir au premier tour 3 listes. Une liste constituée essentiellement d'ouvriers agricoles, à coloration communiste, une liste constituée de petits propriétaires viticulteurs qui est plutôt à coloration socialiste, et une liste qui est plutôt constituée de modérés, dans laquelle malheureusement va prendre place un notable qui était membre de la délégation spéciale. Et à l'issue du second tour, il va y avoir un rassemblement des communistes et des socialistes qui vont obtenir une large majorité. Et cette majorité, elle va diriger la commune pendant 2 ans, de 1945 à 1947. Elle va mener une politique qui est difficile parce que nous sommes au lendemain de la guerre, il y a toujours le rationnement, etc. Et elle va se heurter d'entrée à un problème qui est le problème de l'approvisionnement en eau du village. Rappelons que les années qui sont les années de la Seconde Guerre mondiale et même de la pré-Seconde Guerre mondiale sont marquées par des chaleurs énormes, des sécheresses, et la plupart le système de pompage d'eau dans la nappe phréatique et de distribution de l'eau par les grands bassins tel qu'il avait été voulu dès le début du siècle, eh bien, n'est plus suffisant. Chapitre 5, Alignan-du-Vent dans la seconde moitié du XXe siècle. Voilà, dans un premier temps, je vais m'intéresser à la période qui va de 1947 à 1971. Et je l'ai intitulé cette période la deuxième modernisation du village. D'abord, sur le plan politique, nous allons nous intéresser aux élections municipales qui interviennent en octobre 1947. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, donc, a lieu l'installation d'un nouveau conseil municipal. Nous sommes le 28 octobre 1947 et ce nouveau conseil municipal, il a été élu quelques jours plus tôt, le 19 et 26 octobre. Et si j'évoque l'élection de ce nouveau conseil municipal, c'est parce que
il marque dans l'histoire politique du village une rupture. La municipalité socialiste qui était aux commandes jusque-là a été battue. Il y a eu une nouvelle équipe municipale qui a été conduite par un jeune vigneron et qui a su regrouper autour de lui des hommes plutôt issus du centre droit, mais aussi un certain nombre d'hommes qui traditionnellement votaient communistes. En fait, il faut que l'on se replace dans le contexte qui est celui des années de l'après-Seconde Guerre mondiale. 1947, c'est le début de ce qu'on a appelé la guerre froide. Et l'opposition entre le bloc communiste à l'Est et le bloc occidental, avec les États-Unis et leurs alliés, se répercute au niveau politique dans les communes françaises. À Béziers, nous savons que face à un parti communiste très très puissant, eh bien, on a eu une coalition qui regroupait des radicaux, des socialistes modérés et quelques modérés. À Alignan-du-Vent, c'est un autre cas de figure. Les socialistes, qui étaient nombreux, ont trouvé en face d'eux donc une équipe qui était plutôt constituée d'hommes issus du centre droit, mais qui ont bénéficié du soutien tacite du Parti communiste. Alors, cette équipe, elle est dirigée par un homme qui a 27 ans à l'époque, en 1947, qui est viticulteur et qui s'appelle Jean Hab. Bon, je l'ai bien connu puisque c'était mon père. Et ce que l'on peut dire, c'est que dès le début, cette nouvelle équipe municipale va essayer de trouver une solution à un problème urgent qui était le problème de l'eau, l'approvisionnement en eau potable du village. Donc il va y avoir l'acquisition d'une nouvelle motopompe qui va être installée, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès 1938, le village s'était engagé, à l'initiative de la municipalité précédente, dans un syndicat qui s'appelle le syndicat des eaux de la vallée de l'Hérault. Et ce syndicat des eaux de la vallée de l'Hérault, qui s'était constitué en 1938, va peu à peu, dans les années 50, eh bien, réussir à constituer une structure qui sera capable d'approvisionner en eau potable tous les villages de ce secteur, donc de la vallée Centre-Hérault. En 1953, par exemple, on voit la municipalité qui verse des subventions à ce syndicat pour que les travaux avancent, etc. La municipalité, dans les années 50, va lancer un grand chantier, c'est la construction d'un groupe scolaire qui doit remplacer l'école de garçons et l'école de filles qui avaient été aménagées à la fin du 19e siècle dans deux bâtisses assez anciennes. Ce groupe scolaire, il sera donc édifié en 1953, 54, 55 et inauguré en 56. Il est très moderne et il a une forme allongée, de large baie, une couleur blanche et il est, si vous voulez, très caractéristique un petit peu de cet urbanisme qui est celui de la France des années d'après-guerre, des années 50. Tout au long donc, des années 50 et 60, plusieurs projets vont être menés à bien. C'est pour ça que j'ai parlé d'une modernisation en profondeur du village. Électrification des écarts, construction d'un groupe scolaire, travaux donc du syndicat des eaux de la vallée de l'Hérault qui vont se terminer au début des années 60. Au début des années 60, ça y est, la plupart des habitations privées vont avoir leur compteur et vont avoir, leur alimentation en eau potable. Mais les années 60 vont-elles être marquées par des travaux importants encore au niveau de l'élimination des eaux usées, ce que l'on appelle vulgairement le tout à l'égout. Au début des années 60, nous sommes donc en juillet 61, le conseil municipal se prononce favorablement pour le projet d'assainissement par le tout à l'égout de la commune. Le coût de ce projet est énorme, il s'élève à 530 000 francs. Nous sommes à l'époque en nouveau franc, puisque nous sommes en 61 et le nouveau franc date de 60. Et tout au long des années 60, le village va être le théâtre de profondes tranchées, d'excavations, etc. Et ces travaux ne s'achèveront qu'à la fin de la décennie. En 69-70, une station d'épuration sera aménagée à la sortie du village et toutes les habitations auront été raccordées à ce réseau du tout à l'égout. Alors, sur le plan politique, la situation est assez claire. Élu en 1947 une première fois, le conseil municipal dirigé par Jean Hab sera réélu en 1953, en 1959 et en 1965. Et le dernier mandat, 65-71, sera marqué par
une action plutôt en faveur de la jeunesse. Voilà, il faut savoir que dans ces années, c'est un peu la génération du baby-boom qui arrive à l'âge adulte, donc le groupe scolaire il a été capable d'accueillir tous ces enfants, mais on décide d'aménager à la fin des années 60 un terrain de football, un terrain de sport, donc la municipalité se tourne vers la direction départementale de la jeunesse et des sports. On décide aussi de faire l'acquisition dans les hauts cantons d'une colonie de vacances pour que les jeunes qui ne peuvent pas partir avec leurs parents puissent bénéficier donc d'un séjour, etc. Et tout ceci donc prend corps si vous voulez, et on décide aussi même de lancer le premier lotissement communal. Parce qu'il y a un certain nombre de jeunes couples dans le village qui aspirent à faire construire, et cette municipalité, donc avant 1971, va lancer le projet de premier lotissement communal. Voilà, alors je voudrais aussi évoquer maintenant les transformations économiques et sociales qui se sont produites dans les années 45-75. Nous le savons au niveau national, ces années-là, ces 3 décennies, 45-75, on les a appelées les 30 glorieuses. Ce sont des années au cours desquelles la France voit sa population augmenter, voit sa population s'urbaniser. On vit de moins en moins en ville, de moins en moins à la campagne, de plus en plus en ville. Et le secteur agricole, qui occupait encore plus du tiers des actifs au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, se modernise et voit donc ses effectifs diminuer. Le phénomène de l'exode rural, on l'observe partout, y compris à Lignan-du-Vent. Ça veut dire qu'au début des années 70, c'est une autre société qui s'affirme dans le village, une société de vignerons toujours, d'artisans, de commerçants, mais aussi de jeunes qui exercent des professions dans le BTP, dans les services, dans la banque, etc. Et cela va avoir, comment pourrait-on dire, des répercussions au niveau politique. Alors, sur le plan de la viticulture, nous le savons, le village, je vous l'avais dit, c'est un village viticole, c'est une commune viticole à Lignan-du-Vent, et à partir des années 50, un profond marasme touche le vignoble du Bas-Languedoc, parce que c'est un vignoble, nous le savons, qui est orienté vers la production de vins de consommation courante, et la consommation nationale de vins de consommation courante a tendance à décroître, et à Lignan-du-Vent, comme beaucoup d'autres communes, a raté le virage de la qualité. Donc, les années de mévente se suivent, 53, 61, mais c'est surtout à partir de la fin des années 60, lorsque dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque la CE, eh bien, ou le marché commun, les vins du Languedoc vont être concurrencés par les vins d'Italie, que là nous allons entrer dans les années 70 dans une phase particulièrement dramatique, avec des incidents violents qui se dérouleront à côté de Narbonne, à Montredon, etc. Et sur le plan, comment dire, démographique, cette crise du vignoble, cette crise viticole, elle se manifeste année après année, recensement après recensement, la population décroît. Elle s'était encore, cette population établie à 1250 habitants au lendemain de la guerre, et en 1975, au recensement de 1975, elle tombe à 912 habitants. Voilà. Alors je vais aborder maintenant la dernière partie, si vous voulez, de ce 5e chapitre. Je l'ai intitulé 1971-2000, les prémices du renouveau démographique. Alors je vais commencer par évoquer ce qui se passe au mois de mars 1971. C'est un événement politique, ce sont des élections municipales, et ce sont des élections municipales qui, à nouveau, constituent une rupture, puisque la municipalité conduite par M. Abbe est battue, et elle est battue cette année-là, en mars 1971, par une municipalité communiste et socialiste. Cette nouvelle municipalité, elle a été élue parce qu'il y avait sûrement une usure de la municipalité précédente, et puis nous sommes en 71, c'est-à-dire 3 ans après mai 68, et vous le savez, si mai 68 s'est terminé par une écrasante victoire des gaullistes, mai 68 malgré tout a provoqué à gauche un désir de regroupement. L'union de la gauche sera signée en 72, mais déjà dès les années 70-71, on sent qu'il y a dans le pays une volonté de fusion entre les communistes et les socialistes. Et sur le plan local, c'est ce qui se passe. Alors, très vite, cette nouvelle municipalité, elle va mener des projets, et en particulier, elle va mener des projets dans le domaine, j'allais dire, des loisirs. Par exemple, elle va procéder à l'édification d'une salle des fêtes.
Il existait une salle des fêtes qui était située au rez-de-chaussée de la mairie, mais elle était trop petite. Et donc on va inaugurer en 1972-73 une nouvelle salle des fêtes. On va inaugurer aussi un foyer du troisième âge. On va aménager un camping caravaning qui sera aménagé sur une partie du village qui est boisée, qui s'appelle Le Moulin à Vent. Et ce camping sera inauguré en 1973 et à côté de ce camping sera inaugurée aussi une piscine municipale. Alors on voit que cette nouvelle municipalité, elle a des objectifs qui sont à caractère social. Pourquoi une piscine? Pour que les jeunes du village puissent apprendre à nager. Pourquoi une nouvelle salle des fêtes? Pour que la population puisse se distraire. Mais il y a aussi une volonté aussi de jouer un peu la carte du tourisme. 70, 71, 72, c'est les débuts du tourisme balnéaire au Cap d'Agde, etc. Et pourquoi ne pas construire un camping à Lignan-du-Vent? Voilà. Ce camping existe toujours, cette piscine municipale existe toujours, ainsi que la salle des fêtes et le foyer du troisième âge. Alors en 1977, de nouvelles élections se produisent et elles reconduisent la même municipalité à direction communiste avec l'appui des voix socialistes. Bon, il faut dire que les années 70, je l'ai dit, sont marquées par la contestation de la politique agricole menée à Paris. Il y a des grandes manifestations viticoles, etc. Et c'est vrai que le village est très ancré à gauche dans ces années-là, en tout cas. Alors, d'autres projets vont être menés à bien. La construction, par exemple, d'un centre socioculturel. Ce centre socioculturel, il a été aménagé dans une grande propriété du village qui appartenait à la famille Bruguière-Fontenille. Elle est connue à Béziers puisque ses héritiers, c'était la famille Grappin qui se trouvait juste en face du centre du Guesclin. Et cette grande propriété s'est vendue et la municipalité a acheté les terrains. Alors ça consistait, si vous voulez, dans des bâtiments d'exploitation qui ont été vendus à des particuliers, mais une grande partie de ces bâtiments ont été transformés en centre socioculturel et la place sur laquelle tous les matins le patron, M. Bruguière, donner des ordres à ses ouvriers, a été dénommée Place de la Liberté. Voilà, nous sommes bien dans un contexte particulier. Et puis, toujours, on avance un petit peu maintenant dans les années 80, le village s'agrandit. J'ai parlé des prémices du renouveau démographique. En effet, on voit arriver dans le village soit des retraités, venus d'horizons les plus divers, soit des jeunes couples qui ne travaillent pas forcément à Lignan-du-Vent, qui travaillent à Pézenas, à Béziers, mais qui veulent faire construire au village. Et donc, je vous avais parlé d'un premier lotissement communal qui avait été initié par les municipalités ABE, mais d'autres lotissements communaux sont aménagés dans les années 80. Et puis, en dehors de ces lotissements communaux, on voit, se multiplier un certain nombre de villas, de maisons, et ces villas qui sont construites alors qu'il n'y a pas de carte communale ou de plan d'occupation des sols, comme on disait à l'époque. Le premier plan d'occupation des sols, c'est 1983. Et petit à petit, il faudra raccorder au réseau du tout à l'égout ces constructions qui avaient été édifiées un petit peu partout autour du village, d'autant plus que la croissance démographique continue. Alors dans les années 90, on aménage une zone artisanale, parce qu'il y a un certain nombre d'artisans, maçons, carreleurs, électriciens, peintres qui le réclament. Et ça, c'est lié à l'essor démographique du village. Le village, qui était tombé à 912 habitants en 1975, atteint à la fin du XXe siècle 1134 habitants. Donc il a gagné à peu près 200 et quelques habitants, ce qui prouve que, il y a eu un renouveau incontestable sur le plan démographique. Alors j'ai envie de dire, pour conclure mon propos, qu'à la fin du XXe siècle, en l'an 2000 on va dire, le village est un village qui a une économie qui n'est plus une économie strictement viticole. La société locale, elle est constituée de viticulteurs, actifs ou retraités, d'artisans, de commerçants, mais aussi de plus en plus de personnes qui travaillent à l'extérieur. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, en 2020, le village est passé de 1134 habitants en l'an 2000 à 1737 habitants. Ça veut dire qu'au cours des 2 premières décennies du XXIe siècle, il a connu une croissance démographique très forte. Et Alignan, aujourd'hui, est devenu, un peu à l'image des autres communes du Bas-Languedoc, une commune périurbaine, où la majorité des actifs ne travaillent pas sur place, mais vont travailler dans des pôles urbains environnants.